Chers abonnés, chers frères et sœurs, mesdames, messieurs, bonsoir. Ce soir, en tant qu'Africains engagés, nous allons dénoncer le rapport accablant du Conseil des droits de l'homme de l'ONU contre le Mali, le Niger, le Burkina, 3 États africains, frères, qui se battent, comme vous le savez, qui subissent un terrorisme qui ne leur laisse aucun répit, aucun moment de respiration, mais qui curieusement font toujours objet de rapports accablants, d'accusations contre des pays d'ailleurs qui on ne comprend vraiment pas en quoi ils sont concernés par le destin du Mali, du Burkina et du Niger. Mais vous voyez, il s'avère quand même qu'à un moment, c'est fatigant parce que l'Afrique s'est longtemps tue, mais elle ne peut pas le faire indéfiniment. Voici par exemple comment répondre à ceux qui ont concocté ce rapport et comment on peut tuer leurs ambitions dans l'œuf. Je vais vous dire complètement de quoi il s'agit, quelles sont leurs ambitions et comment est-ce que nous pouvons procéder en tant qu'Africains. Alors, nous allons donc examiner, ou alors, pas l'examiner, non, pas besoin de l'examiner. Il s'agit du rapport accablant du Conseil des droits de l'homme de l'ONU contre le Mali, le Niger et le Burkina. Bon, voici donc comment leur répondre. Il savait que le 15 juin 2026, pendant que le monde entier a les yeux rivés sur la Coupe du Monde et que les États du Sahel font face à un terrorisme chronique, latent et meurtrier, un pays européen que vous connaissez très bien, je n'ai pas besoin de citer son nom, ce pays-là a réfléchi et agi dans l'ombre pour saper le moral des dirigeants. Ce pays va utiliser pour cela une tribune internationale, à savoir le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui siège à Genève, en Suisse. Cette instance internationale est dirigée par Volker Turk pour l'instant. Il est haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Alors, la mission de ce conseil ce jour-là est de déclarer que le Burkina Faso, le Mali et le Niger se trouvent sur ce qu'ils ont appelé un point de basculement. Alors, c'est quoi le point de basculement? Pour ceux qui ont fait physique, c'est un moment où l'objet en mouvement est sur le point de changer de trajectoire, de perdre la trajectoire, de tomber, ou alors d'évoluer vers un sens totalement différent, mais très souvent catastrophique par rapport à la trajectoire initiale amorcée. Alors, pour eux donc, nos 3 pays frères sont en train de foncer vers ce que ces gens ont appelé un point de basculement. Alors, pour eux, ce ne sont pas les groupes djihadistes qui brûlent les villages qui sont un problème, non. Pour ceux qui ont déposé, concocté et lu ce rapport accablant des droits de l'homme, pour eux, ce n'est pas les mercenaires qui pillent les ressources de nos pays qui sont le problème, non. Ce ne sont pas les puissances étrangères qui arment les séparatistes. Ce n'est pas eux le problème, non. Pour ces gens-là, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le danger, c'est les 3 pays de l'AES. C'est l'AES elle-même. Mais contre qui alors? Eux seuls le savent. Ils vous répondront contre leur propre population. Allez-y comprendre quelque chose. Vous êtes président du Mali, du Niger, du Burkina, vous vous battez pour nourrir vos populations, pour les protéger contre les terroristes, mais on vient vous dire que vous leur faites du mal. Allez-y comprendre quelque chose. Pire encore, ceux qui disent cela ne sont pas des gens qui sont prêts à donner à manger à vos populations, ne sont pas ceux qui s'en occupent, ne leur ont rien apporté, ou alors ne leur apporté que des misères sur plus de 100 ans, plus de 300, 400 ans, mais ils vous diront que ils viennent se préoccuper de vos populations plus que vous-même. Allez-y comprendre quelque chose. En tout cas, c'est une déclaration politique orchestrée en sous-main, en sous-marin, par un pays européen qui autrefois désignait la Grande-Bretagne, ce pays-là, que je ne veux pas citer le nom, et que vous connaissez très bien, appelait la Grande-Bretagne perfide Albion. Oui, aujourd'hui, c'est l'ex-colonisateur en titre de l'Afrique francophone qui est la perfide Albion. Ils comprennent très bien de quoi je parle. C'est la perfide Albion contre l'Afrique.
Tenez, je vais vous expliquer. C'est que dans leur propre narratif, ce pays-là, c'est ce pays d'ailleurs qui nous a appris cette expression perfide Albion. Alors, c'est quoi la perfidie? Dans nos sous-quartiers d'Abidjan, à Brazza, à Yaoundé, à Malabo, ainsi de suite, on dirait que la perfidie est le fait d'attendre sagement l'obscurité la plus sombre pour porter des coups mortels à un adversaire qui pensait qu'il faut attendre l'aube pour reprendre le combat. Oui, c'est ça la perfidie. Pendant que l'adversaire contre qui vous battez, il sait que ok, l'obscurité est tombée, on attend demain, on se repose et puis on va reprendre le combat demain. C'est à ce moment-là que vous venez par perfidie lui donner des coups de boutoir, des coups pour les terminer. C'est ça la perfidie. En langage soutenu, là j'utilise un langage de quartier, mais en langage soutenu, la perfidie est une série d'actes de lâcheté diplomatique caractérisée par la duplicité, la trahison, l'infidélité, la trahison de ses promesses dans le cadre des alliances avec d'autres États, dans le seul but de préserver ses intérêts ou de reconquérir des parts perdues en termes d'avantages économiques ou stratégiques. Alors, un instant s'il vous plaît. Alors, il s'avère que pendant plus de 2 siècles, c'est-à-dire depuis 1793, s'il vous plaît, le pays européen de forme hexagonale que vous connaissez a ainsi qualifié la Grande-Bretagne de perfide Albion au regard des stratégies peu orthodoxes utilisées par la Grande-Bretagne pour conquérir des positions stratégiques sur la scène internationale, depuis l'utilisation des corsaires marins, je vous expliquerai un jour ce que c'est, jusqu'à la conquête des grands espaces maritimes. Donc, le seul pays européen que vous connaissez et qui a colonisé 15 pays d'Afrique. Et donc, ce pays-là a compris que la perfidie est une stratégie payante dans les relations internationales. Et elle a résolument intégré dans sa bataille contre les Africains qui chaque jour se battent pour sortir de ses griffes. Mais tenez-vous tranquille. Pour ce pays hexagonal-là, sa domination en Afrique francophone, notamment sur ses 15 anciennes colonies, c'est une question de vie ou de mort. Ou si vous voulez, une question de survie fondamentale. Oui, je vous le répète et je vous le redirai tant que je vous parlerai. Pour ce pays-là, c'est une question de survie fondamentale. Donc le jour où vous baissez la garde, croyant que vous avez remporté une victoire, si vous baissez la garde, alors vous êtes tombé dans le piège. C'est une lutte, je pourrais dire, éternelle. Oui, parce que pour ce pays-là, tant que ce pays-là n'est pas en train de piller l'Afrique, il ne respire pas. Alors, pour ce paragraphe, je viens d'expliquer aux ministres et présidents africains qui somnolent encore dans la bataille pour la libération de l'Afrique, je viens de leur dire qu'ils n'ont ni pouvoir ni ministère tant que les pays de l'AES, oui, tant que les 3 pays de l'AES de l'autre côté sont attaqués et tant que ces pays de l'AES sont attaqués, oui, parce que les pays d'Afrique australe, orientale, méridionale et centrale qui pensent, eux, qui sont à l'abri, ils se trompent lourdement. L'idée ici est de faire comprendre aux autres dirigeants d'Afrique de l'Ouest qui hésitent, ainsi qu'aux dirigeants d'Afrique centrale, australe, orientale, qu'il faut rapidement se joindre avec détermination au Mali, Burkina et Niger dans leur combat contre le terrorisme impérial pour anéantir l'ennemi et engager résolument le développement de l'Afrique dans toute son entièreté. Car tant que le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la Centrafrique, l'Angola, le Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. vont penser que le terrorisme au Sahel est une affaire de l'AES, alors ils n'auront que leurs yeux pour pleurer lorsqu'après l'AES, ou alors fatigués de lutter sans résultat contre l'AES, la perfide Albion va se concentrer de nouveau sur eux avec une intensité jamais égalée et qui se traduira par des coups d'État, des successions dynastiques décidées depuis la capitale hexagonale, la perpétuation du franc CFA, la multiplication des réunions du MEDEF sur le sol africain pour assurer, vous savez ce que c'est que le MEDEF? C'est le mouvement des hommes d'affaires de ce pays-là. Alors, c'est justement ce MEDEF-là qui regroupe toutes les entreprises qui ont ce qu'ils appellent le CAC 40, qui est coté à la bourse sous le nom de CAC 40. C'est un regroupement de 40 entreprises avec leurs succursales qui pillent délibérément le continent africain depuis plus de 100 ans. Donc, ceci dit, revenons sur notre sujet.
Nous disions que le 15 juin 2026 s'est ouvert à Genève la 62e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, Volker Turk, le haut-commissaire, ouvre les travaux avec un état des lieux des droits humains dans le monde. D'après ce rapport, le Sahel figure en bonne place des zones où, d'après eux, les droits de l'homme sont bafoués. Mali, particulièrement. Il parle au niveau du Mali d'attaques contre la population civile. Nous savons tous que c'est un mensonge. Burkina Faso, il parle de groupes armés qui attaquent, enlèvent et menacent les civils. Nous savons également que c'est faux. Ils ont ensuite déploré la suspension de plus de 930 organisations de la société civile par les autorités des 3 pays. Ma question, mais qu'est-ce que plus de 930 organisations de la société civile font d'abord dans 3 pays de l'AES? N'y a-t-il pas de gouvernement là-bas? Les dirigeants ont-ils fait appel à ces organisations ou sont-ils, ou alors ces organisations sont-elles venues s'installer d'elles-mêmes? Et quel est le rôle de ces organisations? 930. Posons-nous les vraies questions. Une organisation soi-disant de la société civile, entendez, une ONG, organisation non gouvernementale, une ONG qui soigne 2 enfants malades par semaine dans un village et qui en profite pour détecter l'emplacement des mines d'or ou pour espionner les positions stratégiques des casernes militaires. Cette ONG-là, est-ce qu'elle rend service aux populations de Ouagadougou? Non. Elle est pire. Ou elle donne des informations pour leur pillage ou leur déstabilisation ultérieure. Donc, félicitations aux 3 gouvernements de l'AES qui ont détecté ces soi-disant ONG et les ont fermés ou expulsés du territoire de l'AES. Ils ont dit 930. Tout le monde sait que leur chiffre est toujours exagéré. Quant à nous, population du continent africain, nous disons, même si elles sont 10 000 organisations, et que ce sont des organisations d'espionnage contre les intérêts africains, mettez les 10 000 ONG dehors, s'il vous plaît. Ce message ne s'adresse pas seulement aux dirigeants de l'AES, il s'adresse aussi aux dirigeants d'Afrique centrale, l'Afrique orientale, australe et même méridionale. Tout ce qui est ONG et qui ne sert pas les intérêts de l'Afrique n'a pas sa place dans un pays africain. Ces ONG-là doivent être fermées et renvoyées d'où elles viennent. C'est des organisations. Donc, sur le Niger, le rapport des droits de l'homme de l'ONU parle d'une multiplication des attaques djihadistes et des groupes d'autodéfense qui font, d'après eux, peser de graves risques et de violences, de graves risques et de violentes exactions intercommunautaires. C'est du mensonge. Ce sont des gros mots qui ne décrivent aucune réalité. Des mots exagérés dans des cabinets obscurs de Paris, Londres et Washington, mais surtout Paris, pour déstabiliser le moral des leaders de l'AES, freiner nos luttes d'émancipation et surtout pour préparer le terrain aux objectifs que je vais dévoiler plus loin. Remarquons que parmi les pays qui étaient dans la salle et qui soutenaient ce rapport figurait en bonne place cette ancienne puissance coloniale. Rappelons-nous aussi que ce curieux conseil se réunit juste quelques jours après l'inculpation et l'emprisonnement au Mali de Yann Vézilier, l'espion français qui a été écroué pour 20 ans de prison pour tentative de déstabilisation des institutions. Est-ce une coïncidence de calendrier? Je dirais non. Et je vous expliquerai pourquoi. Pourtant, posons-nous des questions. Quand la perfide Albion opérait au Mali pendant 10 ans avec l'opération Barkhane, la Commission des droits de l'homme de l'ONU était-elle préoccupée par les millions de civils morts ou rackettés sous cette période? Quand le G5 Sahel, créé et financé par le même pays européen, échouait année après année à contenir des terreaux, le Conseil des droits de l'homme convoquait-il des sessions d'urgence ou a-t-il comptabilisé? Est-ce que le Conseil des droits de l'homme convoquait des sessions d'urgence? Non. On a comptabilisé plus de 40 000 morts dans les pays du Sahel depuis le début de la phase cruciale du terreau. On attend toujours que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU vienne déclarer ce bilan et détecter les causes pour qu'on en finisse. Mais comme une vie africaine aux yeux du colonisateur et de l'ONU, comme une vie africaine aux yeux du colonisateur et de l'ONU, c'est moins qu'une fourmi inutile, eh bien, ce bilan macabre des Africains disparus au Sahel, pour eux, c'est un non-événement.
Oui, c'est un non-événement. Tous nos disparus, tout ce que nous pleurons chaque jour, du nord au sud, de l'est à l'ouest de notre continent, pour eux, c'est du bétail. Pour eux, c'est les morts de l'attentat du Bataclan, le 13 novembre 2015, en France, qui sont de vrais morts. C'est eux qui méritent dignité, recueillement et comptabilité. Les morts africains, c'est moins que du bétail. Normal, puisque les Noirs ont été considérés par le Code noir comme des objets. Vous connaissez ce que c'est que le Code noir. Cet instrument de mépris a fait l'objet de publicités il y a quelques semaines. Des publicités vaseuses. Peut-être qu'un jour nous y reviendrons. Donc, pour eux, les Noirs, nous savons, les Noirs étaient considérés par ce Code noir comme des objets. D'après leur soi-disant Code noir que leur ministre du Commerce, je dis bien du Commerce et non pas des Affaires étrangères, vient de susciter l'abrogation. Vous comprenez que, je crois que notre sœur Nathalie Yama a fait une chronique dessus, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Pourquoi c'est le ministre du Commerce qui a suscité l'abrogation du Code noir et non pas le ministre des Affaires étrangères. Elle a très bien expliqué. Les affaires étrangères, ça traite de la diplomatie et des affaires suffisamment élevées. Le commerce, lui, il traite du bétail comme le bétail noir, comme les objets meubles auxquels étaient assimilés nos frères noirs depuis pendant 400 ans dans ce pays de perfide Albion. Alors, de nombreux observateurs, parmi lesquels vous, qui regardez cette vidéo, se demandent, mais pourquoi donc le Conseil des droits de l'homme n'a pas réagi pendant les phases aiguës des crises au Sahel pour sauver les Africains, leurs villages africains et leur bétail? Pourquoi n'ont-ils pas alerté le monde à ce moment-là? Et pourquoi c'est maintenant qu'ils pondent un rapport à l'instigation de l'Hexagone pour accabler les États du Sahel? Si j'étais un journaliste, je m'arrêterais là, rendant ce papier peu intéressant, puisque les journalistes ont déjà discouru pendant longtemps. Ils ont déjà relaté tous ces faits. Mais je ne suis pas un journaliste. Je vais vous expliquer pourquoi la perfide Albion a provoqué cette session de la Commission des droits de l'homme de l'ONU maintenant. Vous allez le comprendre à travers d'abord le timing, ensuite le cadre et le lieu choisi, et puis finalement les objectifs recherchés. Ensuite, je vais vous suggérer à vous, dirigeants de l'AES, je vais vous suggérer les solutions africaines pour compléter le travail que vos diplomates sont en train d'abattre en ce moment pour répondre à ces affabulations tissées autour de la mesquinerie internationale. D'abord le timing. Alors, l'ancienne puissance colonisatrice saisit la Commission des droits de l'homme à deux moments clés. Un moment de lâcheté. Oui, c'est au moment où tous les Africains ont les yeux rivés sur la Coupe du Monde aux États-Unis que la perfide Albion choisit de frapper les États de l'AES dans l'obscurité. Connaissant la passion légitime du continent africain pour le football. Connaissant cette passion, le colonisateur a choisi ce moment pour s'assurer qu'il n'y aura presque pas de réaction en soutien à l'Alliance des États du Sahel, ou alors qu'il y en aurait très peu, et que les objectifs obscurs que je vais dévoiler plus loin pourront être tranquillement implémentés. Ensuite, l'opportunisme et la fabrication de la monnaie d'échange. Oui, la perfide Albion, ce pays colonisateur, en portant ce sinistre coup médiatique au dos des États de l'AES, espère avoir des moyens de pression ou une monnaie d'échange pour négocier la libération de leur agent, M. Vézier, qui vient d'écoper de 20 ans de prison au Mali. Alors, diplomate malien, je vous fais la passe, à vous de jouer, vous avez compris. Deuxièmement, quel est le cadre et le lieu choisi? Pourquoi la France choisit le Conseil des droits de l'homme pour diffuser ce rapport adoubé par ce conseil, au lieu de le faire lire directement par ces journalistes habitués de RFI ou de France 24? Pourquoi le Conseil des droits de l'homme et non pas RFI ou France 24? Alors que tout le monde sait que le soi-disant rapport a bien été rédigé par des agents français,
tous directeurs de la CAT, entendez Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, directeur de Human Rights Watch, de FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, directeur de Amnesty International, de Nouveaux droits de l'homme, NDH, etc., etc. Vous savez bien que ce sont tous ces gens-là, tous ces directeurs qui ont rédigé le soi-disant rapport qui a été soumis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Alors, la perfide Albion choisit le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour endosser ce rapport et le diffuser pour deux raisons. D'abord, alors la première raison, c'est pour faire peur au gouvernement naïf qui ne maîtrise pas les rouages du système international. Oui, car la France sait très bien que ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'a pas le pouvoir d'imposer des sanctions juridiquement contraignantes contre un État. Oui, la France le sait très bien. Alors, pourquoi elle le fait? Avant la création de l'AES et sa brave résistance au colonialisme, la France utilisait ce créneau pour s'ouvrir un chemin vers le Conseil de sécurité des Nations Unies qui, du fait de la gravité des accusations contenues dans le rapport, des accusations toujours biaisées, vous le savez, contenues dans le rapport du Conseil des droits de l'homme, alors le Conseil pouvait utiliser les dispositions du chapitre 7 de la charte pour poser des actions plus coercitives, allant jusqu'à l'utilisation de la force. C'est donc la perfidie que... Donc, c'est parce que la France maîtrise très bien l'utilisation du chapitre 7 de la charte, qu'elle manipule cette loi-là comme elle veut. Alors, c'est ce qu'elle a fait en 2011. Mais à cette époque-là, Kadhafi, contre la Libye, oui. Mais à cette époque-là, Kadhafi ne disposait pas de puissant soutien qui disposait de droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. La France a donc utilisé le chapitre 7 pour procéder au bombardement, pour obtenir finalement le bombardement de la Libye, comme vous le savez. Elle a évolué comme un couteau dans du beurre à ce moment-là. Voilà comment elle a évolué, ce pays-là, pour déstabiliser notre chère Libye. Collecte et transmission des fausses données par des ONG sur le terrain en Libye, notamment pour la région de Benghazi. Vous comprenez? D'où pourquoi on a collecté des informations au Mali, au Niger, au Burkina, pour amener au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'était d'abord, en fait, s'il n'y avait pas eu la Libye avant, l'objectif, c'était celui-ci. Donc, d'abord, on collecte et on transmet des fausses données par des ONG sur le terrain, en Libye, notamment pour la région de Benghazi. Ensuite, on transmet ces données fabriquées au Conseil des droits de l'homme de l'ONU avec copie à RFI, à France 24, etc. pour le tapage médiatique. Troisièmement, on transmet, donc transmission du rapport du Conseil des droits de l'homme de l'ONU au Conseil de sécurité, après amplification des mensonges et verrouillage orienté du rapport pour accabler le gouvernement libyen. Quatrième étape, décision motivée, appuyée. Quatrième étape, décision motivée et appuyée, défendue par la France, décision, disions-nous, du Conseil de sécurité par résolution de déclencher une opération militaire contre la Libye et la suite, vous la connaissez. Malheureusement, et la France le sait, ce schéma ne peut plus marcher aujourd'hui contre un ou tous les États de l'AES réunis. Oui, ce schéma aujourd'hui ne peut plus fonctionner. Car tous les membres du Conseil de l'ONU ont compris la perfidie de la perfide Albion après la destruction de la Libye. Et de deux, qui est une conséquence plutôt positive pour l'Afrique, deux membres importants du Conseil de sécurité ont, depuis cette barbarie libyenne, compris le jeu de massacre de la France contre l'Afrique. Et ils ont pris fait et cause pour les pays africains vulnérables. Ces deux pays membres du Conseil de sécurité et titulaires du fameux veto sont la Chine et la Russie. Oui, ces deux pays salvateurs, qu'on le veuille ou non. On sait que ces pays ne sont pas des saints. Ces pays agissent aussi dans leur intérêt. Je ne leur fais pas des éloges. Je dis juste la réalité telle qu'elle s'est passée et telle qu'elle se passe aujourd'hui sur le terrain. Au regard du désastre inhumain
et immorale provoquée par la barbarie française en Libye, la Chine et la Russie ont décidé de soutenir ad vitam aeternam les États africains contre toute utilisation abusive du droit international. C'est ainsi que les 3 dirigeants de l'AES, arrivés au pouvoir par une grâce divine, ont tout de suite compris cette fenêtre d'opportunité du système international et l'ont saisi. Vous comprenez maintenant pourquoi la coopération Mali-Russie, Burkina-Russie et Niger-Russie s'est accrue, s'est renforcée et est gravée désormais dans du roc. Car les Africains disposent désormais d'au moins 2 parapluies de veto contre les manœuvres machiavéliques de la perfide Albion au Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà pourquoi l'agitation que vous avez observée vendredi dernier à Genève au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ce sont des coups d'épée dans l'eau. Mais la perfide Albion le sait, mieux que tout le monde. Elle sait qu'elle fait des coups d'épée dans l'eau, mais elle espère quelque chose. Oui, elle le sait très bien. Alors, que cherche-t-elle? Premièrement, elle cherche à faire peur aux dirigeants naïfs. Comme je vous l'ai expliqué, elle cherche à faire peur à des dirigeants naïfs, dans l'espoir de passer par derrière, négocier pour obtenir des concessions. C'est ça la stratégie. Elle a marché pendant des siècles. Dans leur tête, ils espèrent que ça peut encore marcher. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils cherchent? Motiver ses troupes. Elle cherche la perfide Albion cherche à motiver ses troupes. C'est-à-dire son bataillon et son réseau d'informateurs disséminés dans les soi-disant ONG humanitaires pour leur dire, rassurez-vous, vous voyez bien que j'utilise parfaitement bien le rapport que vous m'avez donné. Vous voyez que je ne néglige pas votre travail. Donc, continuez à collecter du mensonge sur le terrain et envoyez-le. Je vais toujours bien l'utiliser comme vous voyez. Alors, les objectifs politiques de ce rapport vont bien au-delà de l'agitation médiatique. Oui, ce que je viens de vous dire, c'était pour l'agitation médiatique. Mais rassurez-vous, ce pays, 400 ans, vendeur d'esclaves, colonisateur, néocolonisateur, ce pays-là a plus d'un tour dans son sac. Oui, la France, en motivant la publication de ce rapport, en ce moment précis de juin 2026, veut poser sur la table une monnaie d'échange pour la libération de son espion, M. Vézier, emprisonné au Mali. Je n'ai pas besoin de développer, vous l'avez compris. Mais alors, je reste dans mon rôle et je dis ceci aux collègues du ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale sous l'autorité du ministre Abdoulaye Diop. Chers frères et collègues du ministère et de la présidence, j'aurais pu vous faire parvenir ce document par une de vos ambassades dans le monde, mais vous connaissez la frilosité de nos chefs de mission diplomatique vis-à-vis de leurs propres frères africains, connus ou inconnus. Alors, nous pouvons être spectateurs désolants de la tragédie que traverse le peuple frère du Mali et les autres États de l'AES. Je vous apporte ici ma contribution toujours à travers ce merveilleux canal que nous ont offert les Américains. Alors, je disais ceci. Le fait de condamner l'agent français à 20 ans de prison par votre justice est un acte souverain que je ne peux pas commenter. Mais dans les relations internationales et au regard de la situation économique du Mali, si une proposition de Paris pour une monnaie d'échange est sur la table, ne la rejetez pas. Car ce monsieur, ne la rejetez pas, car ce monsieur reste, car que ce monsieur reste en prison 20 ou 100 ans au Mali ne vous apportera pas grand-chose. Cela ne fera même pas reculer le terrorisme. Mais sa détention et sa condamnation est un excellent coup moral porté à la perfide Albion. Sa crête de coq dressée dans la basse-cour africaine est secouée depuis l'écroulement, depuis que vous avez écroué cet espion. Par contre, son gouvernement fait des pieds et des mains pour obtenir sa libération. Non pas parce que Paris adore ce Vézier ou en est amoureux, non. Parce que sa détention crée un précédent et affaiblit tout son dispositif d'espionnage. Car si tous ceux qui sont en préparation à Paris pour les futures missions de déstabilisation au Cameroun, à Bangui, à Ouagadougou, à Niamey, à Brazzaville, etc., si toutes ces barbousses en attente d'action savent qu'au terme de leur mission en Afrique, chez les nègres, ils seront arrêtés et coffrés
sans que Paris lève le petit doigt, mais ils n'accepteront pas les missions futures. Voilà l'enjeu, mes frères. Donc, la multiplication et la continuité des missions de Babous pendant longtemps en Afrique repose sur le socle fondamental que vous avez détruit, à savoir l'impunité absolue des Babous, quel que soit leur forfait et leur mission, les missions périlleuses en Afrique. Paris se débrouillera toujours pour les récupérer, pour les ramener en lieu sûr, en nous trompant dans le cadre des négociations. Oh, on va les emprisonner, oh, on va leur faire ceci, et puis ils les amènent là-bas, ils les envoient au soleil, aux Antilles. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Donc, rien que pour sauver ce vivier d'espions qui constitue plus de 80% du personnel de la Légion d'honneur, ils appellent ça la Légion étrangère. Donc, rien que pour sauver ce vivier qui constitue plus de 80% du personnel de la Légion étrangère, Paris est prêt à tout pour libérer son soldat. Par conséquent, si la France vous propose une négociation, acceptée en échange d'un prix fort pour récupérer au moins une partie de l'argent de l'Afrique spolié depuis des siècles. Oui, 4 siècles, 400 ans. C'est pas 4 mois, c'est pas 4 semaines, c'est pas 4 ans, 400 ans. Au moins. Parce que c'est peut-être plus. Donc, pour accepter pour récupérer au moins une partie de l'argent de l'Afrique spolié depuis des siècles, comme l'a dévoilé leur propre président, Jacques Chirac, il y a quelques années. Pour ceux qui m'en voudront et qui penseront que je bavarde trop, ben, je ne répète d'ailleurs que tout ce qu'on dit tous les jours sur la toile. C'est Jacques Chirac lui-même, leur propre président, qui nous a dit que depuis des siècles, ils ne vivent que de nos poches. Alors, acceptez donc cette négociation si jamais il la propose. Acceptez-la aussi pour vous débarrasser de la pression de garder un tel prisonnier encombrant dans vos murs, au risque de voir leur patron organisé contre Bamako. Le genre de mission qu'ils ont fait à Kolwezi dans les années 70, je crois, au Congo, les années 70 ou 80 au Congo, et où les choses similaires ont encore emporté des vies africaines. Nous ne souhaitons pas cela à Bamako. Donc, en saisissant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour faire publier un rapport inutilement accablant, Paris cherche beaucoup plus une monnaie d'échange qu'une préparation pour déclencher le chapitre 7 de l'ONU. Car la Russie et la Chine, en soutenant les États africains, ont neutralisé ad vitam aeternam le chapitre 7 de la charte que vous connaissez à Bamako mieux que moi. C'est vous qui êtes encore en activité là-bas aux affaires étrangères. Donc, félicitations pour une coopération sans faille avec la Russie, adossée à celle de la Chine. Mais si je me suis trompé dans mes analyses, ça peut arriver, et que Paris ne cherche aucune voie pour récupérer sa barbouze, M. Vézier, alors gardez-le dans une prison de haute sécurité, pour l'exemple, pour que chaque Bob Denard qui viendrait à s'aventurer sur notre continent, pour commettre encore des forfaits, faire des coups d'État, déstabiliser nos gouvernements, etc., que ces Bob Denard-là sachent que l'Afrique est désormais debout et résolument engagée dans un processus de libération totale pour le bonheur de ces 2 milliards d'enfants, pour le bonheur de ces 2 milliards d'enfants qui veulent aussi enfin manger du caviar, du foie gras, de canard le matin. Oui, c'est la nourriture que les enfants africains ont aussi le droit de manger en allant à l'école ou au travail et rentrer boire du bon vin de raffia le soir en se réchauffant au bon feu de bois, mais en toute sécurité. Nos enfants aussi y ont droit. Nos enfants aussi y ont droit. Personne n'a dit que nos enfants ne seront soumis qu'au terrorisme, au mépris, à la pauvreté, à la misère, aux railleries internationales jusqu'à la fin de leur jour. Personne ne l'a jamais décrété, personne ne l'a jamais dit. Nous devons nous battre pour que cela ne soit plus le cas. Par ailleurs, une autre réponse du Mali peut être de nature diplomatico-juridique. En effet, chers frères et collègues de Bamako, rappelez-vous que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a été créée le 21 juin 1946, c'est-à-dire bien avant l'indépendance du Mali. Cela veut dire en clair que lorsque cette commission est créée, Bamako n'est pas un État signataire, n'est pas un État mandataire, n'est pas un État parti, même pas État spectateur à sa signature dans la salle. Donc le fait que le Mali l'a intégré plus tard en 1960 par simple mimétisme après les indépendances
vous donne suffisamment de force et de pouvoir pour dénoncer l'acte d'adhésion de Bamako, qui par ailleurs n'a d'ailleurs ratifié aucun traité pour être membre de cette commission. Car cette commission était juste un organe subsidiaire de l'ONU, qui n'avait pas besoin d'un acte de ratification, qui n'existe donc pas. Ce qui vous donne de bons arguments pour ne pas vous sentir concerné par des dénonciations du Conseil des droits de l'homme, qui en réalité n'est que la même commission. C'est la même commission des droits de l'homme. Donc, c'est juste un changement de nom. Donc, qui n'est que la même commission qui a changé de nom en 2006. Cette commission, d'ailleurs, ne compte que 13 sièges africains, parmi lesquels ne figure pas le Mali. Donc, le Mali ne doit pas se sentir juridiquement lié par cette commission. Donc, un simple communiqué du gouvernement malien, ces jours-ci suffirait pour baisser le caquet du colonisateur en attendant qu'il sollicite des négociations pécuniaires ou de toute autre nature pour la libération de leur agent. Toujours est-il que la balle est dans le camp du Mali et à la diplomatie malienne de faire un travail qui va honorer l'Afrique. Alors, voilà donc, sur le fond, et par rapport aux allégations du rapport accablant du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, voilà, chers frères et sœurs du Mali, voilà ma contribution pour une Afrique debout. Sur la forme, un simple communiqué du ministère malien des Affaires étrangères permettrait ces jours-ci de donner une réponse préliminaire orientée, tout en préparant en coulisses une réponse plus solide, basée sur des éléments que je viens de suggérer, ainsi que sur les éléments déjà rassemblés et apprêtés par les collègues de Bamako, au ministère des Affaires étrangères, ou par ceux du Burkina et du Niger. Chers frères et sœurs, voilà ma contribution pour l'actualité en cours. Je vous souhaite beaucoup de courage. Vous avez juste à enclencher le début d'un processus. Vous pouvez être sûr que tous les autres 53 États africains vous suivront. Je ferai une chronique incessamment pour, de toute façon, fustiger ces États qui tardent à vous joindre dans le combat, à se rallier à vous porter main forte, pour que tous ensemble, on terrasse la bête. Il traîne, je vais faire un papier là-dessus, d'un moment à l'autre. En attendant, je vous souhaite beaucoup de courage. À très bientôt. Alors, chers frères et sœurs des réseaux sociaux, de YouTube, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner, s'il vous plaît. À très bientôt. Merci.